Le vol Martinair 495 s'apprête à atterrir à Faro, au Portugal. Le moteur gauche faisait un bruit de cliquetis. Puis on a entendu un énorme boom. Et là, ça a été le chaos. L'accident fait 56 victimes. Regarde ça. Les enquêteurs découvrent vite des éléments surprenants sur le lieu du crash. Il y avait un sillon de 5 cm de profondeur sur le côté gauche de la piste. C'est bizarre, ça. Le train d'atterrissage est complètement sectionné. Si l'avion était en surcharge, la force exercée sur le train a pu dépasser son seuil de résistance et le rompre. L'avion était à 32 000 kilos en dessous de la limite. Il n'était pas en surcharge. Alors où est le hic? Le vol Martinair 495 approche de la côte sud du Portugal. En approche, Martinair 495, bonjour. Le commandant de bord a 56 ans et se nomme Van Staveren. 75 DME, altitude 240 pour descente à 7-0. C'est un pilote et instructeur de vol expérimenté qui travaille depuis 24 ans pour la compagnie Martinair. Descente à 7-0. Le copilote de 31 ans s'appelle Klemenkov. Il travaille pour la compagnie hollandaise depuis 3 ans. Le benjamin de l'équipage est l'ingénieur de vol Gary Glantz. Il a alors 29 ans. C'était notre dernier vol avant les congés de Noël. On était tous d'excellente humeur. En tant qu'ingénieur de vol, je suis responsable du bon fonctionnement opérationnel de l'appareil. Et je suis aussi une paire d'yeux supplémentaire pour les pilotes. L'équipage commande un DC-10, un triréacteur long courrier. Dans les années 90, le DC-10 était un des appareils les plus utilisés par les compagnies aériennes du monde entier. L'atterrissage est prévu dans moins de 30 minutes. Il y a 13 membres d'équipage et 327 passagers à bord. La plupart sont originaires des Pays-Bas. Nous allions passer une semaine de vacances dans le sud du Portugal, en Algarve, pour profiter d'un peu de soleil après une dure année de travail. Le vol 495 entame la fin d'un vol de 2h30 d'Amsterdam à Faro. Source de pommes en 7 lettres. Berger. Je voyageais avec Yvonne, celle qui allait devenir ma femme. Nous étions placés en tête de l'avion. Nous avions assez d'espace pour étendre nos jambes. Il pleut des cordes, dis donc. Tandis qu'ils amorcent la descente vers Faro, les pilotes s'attendent à croiser des perturbations. On savait qu'on allait traverser de grosses averses. Les orages sont toujours délicats. On doit être très vigilant et veiller à maintenir le cap. On fait notre possible pour les éviter, car elles peuvent provoquer de brusques variations de vent et des micro-rafales. Quand un orage balaie une piste en service, le cisaillement du vent oblige parfois les avions à reporter leur atterrissage. Mais l'orage ne nous a pas semblé très violent. Il suffisait de le surveiller. En cas de force majeure, l'avion pouvait se poser à Lisbonne. Mais cela ne semblait pas nécessaire dans l'immédiat. Martinair 461, piste en vue. Un autre appareil de la compagnie Martinair s'apprête à atterrir à Faro. Autorisé atterrissage piste 11. Le bulletin météo indique que l'orage se trouve à environ 10 km à l'ouest de la piste. Le fait que d'autres appareils en approche n'aient signalé aucune difficulté nous a rassurés sur les conditions de sécurité.
495, virage en rapprochement. À 13 km du but, le vol 495 amorce son approche vers la piste 11. Le commandant de bord a décidé de superviser la procédure d'approche et a laissé le copilote gérer la navigation de l'appareil. Il traverse alors la couche de nuages, persuadé que l'orage est toujours à plusieurs kilomètres de distance. « 495, rappelez position quand piste en visuel. Surface de piste, inondée. » Bien reçu, 495. Dans ces conditions particulières, l'équipage configure l'avion pour effectuer ce qu'on appelle un atterrissage positif. Dans un atterrissage positif, les roues du train principal pénètrent la couche d'eau du tarmac pour améliorer la capacité d'arrêt de l'appareil. Sortie train. Sortie train. Quand la piste est mouillée, on privilégie un atterrissage ferme, plutôt que de glisser sur l'eau et se poser en douceur. Altimètre. Calage QNH. 6 km avant l'atterrissage, les pilotes vérifient les derniers réglages. Spoiler. Activé. Volet. Bec. 5-0 pour atterrissage. Le réacteur gauche faisait un drôle de bruit. Une espèce de cliquetis dès qu'on accélérait. L'avion piquait, se redressait. C'était assez angoissant. Martinair 495, autorisé atterrissage piste 11. Vent 150 degrés, 15 nœuds, maximum 20 nœuds. Atterrissage autorisé. Moins d'1 minute avant que l'avion touche le sol, la météo se dégrade brutalement. Anti-givrage pare-brise, on n'y voit rien. Anti-givrage. Essuie-glace rapide. C'est rien, tout va bien. Je serrais de plus en plus fort la main d'Yvonne. Dans la cabine, il y avait un silence de mort. Il ne reste que quelques secondes avant l'atterrissage. On a entendu un énorme boom. J'ai été projeté vers l'avant et j'ai vu le coin cuisine voler en éclats. J'étais sûr qu'on allait s'écraser. Le vol 495 fait une glissade de plus de 100 mètres et sort de la piste d'atterrissage. Les secours se précipitent sur les lieux. Par miracle, de nombreux passagers et membres d'équipage sont en vie. Les gens criaient, pleuraient, couraient en tous sens. Je ne voyais plus Yvonne. Et j'ai pensé, je ne la reverrai plus jamais. Les survivants tentent de retrouver leurs proches. Et tout à coup, j'entends mon nom. Et je vois Yvonne debout parmi les débris. On s'était retrouvés. Les blessés sont évacués vers les hôpitaux voisins. Sur les 340 passagers, 54 ont trouvé la mort, ainsi que 2 membres d'équipage. C'est l'une des plus grandes catastrophes aériennes qu'ait connue le Portugal en plus d'une décennie. Une enquête est en cours pour déterminer pourquoi l'appareil s'est embrasé en touchant la piste.
Essayons de retrouver les boîtes noires. Je m'en charge. Des enquêteurs du Bureau de l'aviation civile portugais et du NTSB américain arrivent sur les lieux pour examiner la carcasse du vol Martinair 495. Le DC-10 est un gros porteur. Il y avait des débris éparpillés partout alentour. L'aile droite avait été comme arrachée du fuselage. L'aile est un des éléments les plus solides d'un avion. Elle avait dû subir un choc colossal pour se détacher comme ça. C'est un miracle qu'il y ait eu des survivants. L'épave de l'avion indiquait qu'il avait été principalement détruit par le feu. 80 ou 90% des victimes ont péri à cause de l'incendie. On était très inquiets, car s'il y a un défaut structurel sur un avion utilisé dans le monde entier, on a intérêt à le trouver. Parfait, beau travail. Pourvu qu'on ait vite accès aux données. Les boîtes noires renferment les enregistrements des paramètres de vol ainsi que les conversations à l'intérieur du cockpit. Il fallait comprendre ce qui s'était passé dans les derniers instants du vol en termes de vitesse et de décision humaine, toute la phase précédant l'atterrissage. Wow, regarde ça. À environ 400 mètres du seuil de piste, les enquêteurs découvrent le point d'impact initial de l'appareil. Il y avait un sillon de 5 cm de profondeur sur le côté gauche de la piste. Il s'est posé à cet endroit et a dérapé vers la droite. Vu la profondeur, l'impact a dû être brutal. Les marques dans l'asphalte indiquaient que l'appareil s'était posé avec brutalité. Elles étaient très profondes. Une panne de moteur, peut-être? Pourquoi l'avion s'était-il posé si brutalement? Est-ce que c'était un problème de train d'atterrissage, de vitesse, une panne de réacteur? Il fallait envisager tout ça. C'est le dernier? Voyons ça de plus près. On soupçonne souvent les réacteurs, et là les dégâts étaient énormes. Il fallait déterminer s'il y avait eu un dysfonctionnement quelconque. Les enquêteurs se penchent sur un élément clé du filtre à huile, le détecteur de copeaux magnétiques. Le détecteur magnétique est une petite pièce cylindrique logée à l'intérieur du filtre à huile. Quand un moteur s'use, des particules de métal se détachent et viennent ensuite adhérer au détecteur aimanté logé dans le filtre à huile. On appelle ça faire de la limaille. Mais encore faut-il savoir d'où proviennent les copeaux métalliques. Quelle partie du moteur s'use? Les éléments d'un moteur ont des alliages particuliers qui s'usent plus ou moins vite. Donc en analysant les particules aimantées, on peut déterminer où et à quel rythme se produit l'usure. Il a l'air propre. Pas de copeaux. Aucune trace de débris métalliques à l'intérieur du filtre à huile. Les moteurs étaient en bon état. Au vu des tests réalisés sur les moteurs, il a été conclu qu'ils n'étaient pas à l'origine de l'accident. À ce stade de l'enquête, on ne savait plus trop quelle hypothèse envisager. Il fallait continuer les recherches. C'est bizarre, ça. Quelque chose cloche avec le train d'atterrissage droit. Le fait que le train d'atterrissage était fracturé était tout à fait inhabituel. C'est une pièce quasi impossible à briser. Il faut vraiment qu'une force colossale s'exerce dessus. Un train d'atterrissage est conçu et testé pour supporter à l'impact une force de 200 tonnes. Il ne devrait jamais se briser. Il s'est alors agi de savoir si la défaillance venait d'un problème de conception ou d'un simple défaut d'entretien, ce qui aurait pu expliquer que le train se brise à l'impact. Mais si c'était un problème de conception, c'était gravissime. La défaillance du train d'atterrissage pourrait expliquer le tragique accident. On a reçu la pièce du train d'atterrissage? Pas encore. Je vais la réclamer. La jambe du train droit avait cédé.
C'était une des plus grandes énigmes à élucider. En attendant l'arrivée de la pièce du train, les enquêteurs s'interrogent sur les causes possibles de sa défaillance. Et si l'avion avait été trop lourd? Si l'avion était en surcharge et que l'atterrissage était brutal, la force exercée sur le train a pu dépasser son seuil de résistance et le faire céder. Vérifions le manifeste de chargement. L'avion et la cargaison étaient d'environ 127 000 kilos. Il y avait 340 personnes à bord, disons donc 24 000 kilos. Carburant? Carburant, 9 000 kilos. Donc le poids total à l'atterrissage était de 160 000 kilos environ. La charge maximale est de 192 000 kilos. Donc l'avion était à 32 000 kilos en dessous de la limite. Il n'était pas en surcharge. Le poids de l'appareil n'est donc pas responsable de la fracture du train à l'atterrissage. Et si ça venait de la répartition? Il faut répartir équitablement le poids des bagages et celui des passagers de façon à pouvoir manœuvrer correctement l'appareil. Tout est en règle. La charge avait été bien embarquée, bien arrimée, il n'y avait aucun problème. Après avoir écarté l'hypothèse de la charge et de sa répartition, les enquêteurs reçoivent enfin la pièce du train d'atterrissage. Le carnet d'entretien est à jour. Voyons si l'acier présentait une faiblesse. Ils ont cherché à savoir si l'acier de la jambe présentait des faiblesses structurelles. Si c'était un défaut d'usinage, tous les DC-10 en service dans le monde allaient être concernés. On effectue alors un test de dureté Vickers. Le test de Vickers est un test standardisé de l'industrie pour évaluer la dureté d'un élément particulier ou d'une pièce de métal. Un diamant en forme de pyramide est pressé dans le métal, laissant une empreinte ou une indentation. On mesure la profondeur et le diamètre de l'empreinte et on en déduit la dureté du métal que l'on teste. La valeur de dureté est de 658, donc le métal était suffisamment résistant. Les enquêteurs ne trouvent pas de signe de faiblesse dans le métal qui compose le train d'atterrissage. Ils n'ont pas décelé de défauts structurels dans le train. Le problème était donc antérieur à la phase d'atterrissage. Rien n'explique néanmoins pourquoi le train s'est rompu en touchant le sol. L'étape suivante consistait à enquêter sur le comportement des pilotes lors de la dernière phase de l'atterrissage. Ça, c'est intéressant. Les déclarations officielles des pilotes allaient peut-être éclairer les derniers moments à bord du Martinair 495. Après l'accident, les enquêteurs nous ont interrogés tous les trois, à huis clos. Le commandant dit que le vol se passait bien, l'approche était normale. À 60 mètres, ils étaient dans l'axe. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quelques secondes après, il a aperçu un éclair. La vitesse verticale a brutalement chuté. Tout a été si vite que l'avion est tombé comme une pierre. D'après le commandant de bord, l'avion aurait perdu de l'altitude juste après le déclenchement d'un éclair. Vitesse verticale. C'était comme si Dieu avait appuyé sur l'avion pour le rabattre au sol. Écoute ça. Le copilote déclare « La météo était mauvaise, il pleuvait à verse. Il y avait des bourrasques et des turbulences. » Les enquêteurs se demandent si de brusques changements de vent ne seraient pas à l'origine de l'accident. Les pilotes ont déclaré que l'avion se trouvait dans une zone de cisaillement du vent avec une météo très instable.
Il traversait des turbulences et les conditions changeaient très vite. Le pilote a-t-il rencontré un cisaillement du vent au moment de la phase finale d'approche? Les enquêteurs interrogent le contrôleur aérien afin de connaître les conditions météo rencontrées par les pilotes. Racontez-moi ce qui s'est passé avec le vol 495. Tout paraissait tout à fait normal. Ils étaient en phase d'approche et ils ont confirmé avoir la piste en visuel. J'ai autorisé l'atterrissage. Martiner 495, autorisé atterrissage piste 11. Vent 150 degrés, 15 nœuds. Maximum 20 nœuds. Le contrôleur aérien avait, d'après lui, suivi la procédure. Il n'y avait pas d'erreur à ce niveau-là, il avait communiqué les bonnes infos. Les pilotes ont-ils signalé un problème avec l'avion? Non, aucun. Et la météo? Il pleuvait, mais d'autres avions décollaient et se posaient sans difficulté. Martiner 461, piste en vue. Quelques minutes avant le crash, le contrôleur aérien communique avec un avion qui décolle et un autre qui atterrit sur la même piste. Autorisé atterrissage piste 11. Aucun des deux avions ne rapporte de mauvaises conditions sur la piste. Pas de cisaillement du vent? Aucun signal des anémomètres? L'aéroport de Faro est équipé de 2 anémomètres qui enregistrent à la fois la vitesse du vent et sa direction et sont placés sur la piste 29 et la piste 11. Si un capteur détecte un changement de vitesse du vent de l'ordre de 15 nœuds ou plus, il émet automatiquement un signal d'alerte. Il y a bien eu une alerte, oui. Mais elle s'est déclenchée après l'accident. Si le vol 495 avait été touché par une brusque rafale avant d'atterrir, le système l'aurait détecté. Mais il n'a pas réagi. Il y avait une contradiction entre la déclaration des pilotes et celle du contrôleur aérien. Les déclarations de l'équipage ne concordent pas avec le rapport météo fourni par la tour de contrôle. Merci. Pour savoir ce qui s'était vraiment passé, il fallait écouter minutieusement les enregistrements des pilotes à l'intérieur du cockpit. Commençons par la phase d'approche. Une semaine après le crash du vol 495, les enregistrements vocaux du cockpit sont prêts à être analysés. Approche avec volet 5-0. Rappelez position quand piste en visuel. Conditions extérieures, piste mouillée. Allumage essuie-glace. Compris? En phase d'approche, l'équipage prend conscience des conditions météo qui l'attendent à Faro. Faisons un atterrissage positif. D'accord. Très bien. Donc à l'évidence, ils s'inquiètent des conditions de la piste. Lors d'un atterrissage positif, l'avion touche le sol de manière ferme pour pénétrer la pellicule d'eau, ce qui permet aux roues de s'agripper au tarmac et de freiner l'avion. Ils veulent éviter de faire de l'aquaplaning et sortir de la piste. Alors où est Loïc? Les pilotes auraient-ils changé d'avis en approchant de la piste? Reçu. Vitesse un peu faible. Vitesse faible. Faible. D'accord. La vitesse posait un problème. Dans le cas d'une piste mouillée, le contrôle de la vitesse est crucial. Si elle est trop élevée, l'avion flotte. Et si elle est trop faible, l'avion heurte le sol très brutalement. Écoutons la suite. Vitesse correcte. Anti-givrage par brise, on n'y voit rien. Anti-givrage. Essuie-glace rapide. Alors que l'appareil se rapproche du sol, les conditions météo se dégradent. Vitesse faible. Faible. Oui. Gaz.
Pourquoi crée-t-il gaz? Si le commandant mentionne la manette des gaz, c'est sans doute qu'il y a eu un problème dans la phase finale de l'atterrissage. Regardons le profil de descente. Si la trajectoire de l'avion était correcte, la boîte noire le confirmera. Allons-y. L'enregistreur de vol donne des infos précises et objectives sur ce que faisait effectivement l'appareil. La vitesse de l'avion était-elle adéquate? Les variations de vitesse étaient-elles dues à des perturbations météo? Et qu'ont mis en place les pilotes pour s'adapter à ces variations? Ils sont sur pilote automatique. Ok, il descend d'un angle standard, puis il pique un peu et redresse. Tout est réglo. À 60 mètres de haut, donc environ 20 secondes avant l'atterrissage, leur trajectoire était normale. Le problème est donc arrivé dans les 20 dernières secondes. Voyons les données de vitesse. Ils ont une allure régulière de 145 nœuds jusqu'à ce moment-là. Puis elle augmente d'un coup, avant de redescendre à 139 nœuds. Les enquêteurs notent une variation de vitesse dans la dernière minute du trajet. Ces variations de vitesse peuvent avoir été causées par des rafales de vent dans la phase finale. Vitesse un peu faible. Vitesse faible. Vitesse correcte. Le commandant pensait-il que leur vitesse était insuffisante pour compenser la force du vent de face? Ces variations me semblent excessives pour compenser les vents de 20 nœuds annoncés par la tour. Il nous faut une analyse complète des conditions météo en phase finale. Les enquêteurs demandent au laboratoire aérospatial des Pays-Bas de réaliser une étude approfondie des conditions météo pour déterminer si les vents étaient plus forts que la tour de contrôle ne l'avait annoncé. Et les données de l'automanette? Regardons ça. Oui, les variations de l'automanette correspondent aux variations de la vitesse de l'avion. Si la vitesse augmente brutalement, l'automanette va baisser automatiquement les gaz, autrement dit le niveau de poussée que les moteurs produisent. Si la vitesse baisse trop, l'automanette va à l'inverse augmenter les gaz pour amener l'avion à la vitesse requise. Le système d'automanette s'est effectivement ajusté aux brusques variations de vitesse. Oula, regarde. 102% de puissance. Les enquêteurs notent un pic de puissance des moteurs à 1,2 km du seuil de piste. 102% de puissance supplémentaire, c'est une augmentation colossale. C'est similaire à la poussée nécessaire à un décollage, donc beaucoup trop pour un atterrissage. Et regarde la suite. La puissance retombe à 40%. Il remarque ensuite que la puissance retombe au seuil minimum quelques minutes après. C'est trop rapide pour que l'automanette ait le temps de prendre le relais. Pour que les moteurs décélèrent aussi rapidement, c'est que les leviers manuels ont été actionnés, car l'automanette met plus de temps à réguler. Une décélération aussi brutale n'a pu se produire que si le pilote a ajusté manuellement la puissance à 40%. L'automanette peut bien sûr faire des corrections, mais il est parfois plus rapide d'utiliser le levier manuel. Le copilote qui était responsable des manœuvres a décidé d'ignorer l'automanette et a baissé manuellement la puissance. À tel point que l'avion était au ralenti. Avec aussi peu de puissance, ils ont dû tomber comme une pierre. D'après le rapport, il chutait de 300 mètres par minute.
C'est bien au-delà de la limite opérationnelle de 180 mètres par minute pour un DC-10. L'avion décroche et heurte le sol avec une force suffisante pour briser le train d'atterrissage. Je n'ai jamais vécu un atterrissage aussi violent. Je m'accrochais en serrant les dents. C'était vraiment atroce. Il reste néanmoins une question cruciale. Pourquoi ont-ils réduit si drastiquement la vitesse aussi loin du seuil de piste? On a le rapport météo du labo. Les enquêteurs se tournent vers l'analyse fournie par le laboratoire aérospatial des Pays-Bas pour déterminer si la météo peut expliquer les décisions des pilotes durant la phase finale d'approche. Les conditions étaient pires qu'on l'imaginait. Ah oui? Ils ont essuyé pas moins de 3 micro-rafales durant la dernière minute de vol. D'accord, je vois. Une micro-rafale est une colonne d'air qui descend des nuages, frappe le sol et repart à l'horizontale. Elle entraîne de fortes variations de vitesse sur un avion. Quand exactement? La première a eu lieu à 210 mètres d'altitude. La deuxième entre 180 et 90 mètres. Et la dernière entre 60 et 33 mètres. Cette dernière a été la plus forte. La vitesse du vent est passée de 20 nœuds à 40 nœuds. S'il y avait eu un détecteur de bord, ça aurait déclenché une alerte. Puis on est passé d'un vent de face à un vent arrière. Passer d'un vent de face à un vent arrière est le pire des scénarios, car un vent de face améliore votre angle d'attaque et assure une bonne stabilité. Un vent arrière, à l'inverse, vous fait perdre en aérodynamisme. Et si on ne met pas les gaz pour compenser tout de suite, l'avion tombe comme une pierre. Comparons ces données avec celles de l'automanette. Elles correspondent. À chaque micro-rafale, l'automanette s'est déclenchée et a augmenté la poussée pour maintenir l'allure de l'avion. L'automanette se déclenchait à chaque fois pour tenter de suivre les variations des vents descendants. Les rafales descendantes affectent l'assiette de l'avion et entraînent des oscillations avec des effets de roulis et de tangage. Le vol a dû être secoué. Oui. À chaque micro-rafale, l'automanette tentait de s'ajuster au changement de direction des vents. Le dernier segment de la phase d'approche s'est fait dans les turbulences. Il y avait beaucoup de variations de vitesse, ce qui a forcément créé du stress chez les pilotes qui étaient aux commandes. Le copilote a peut-être été surpris par la dégradation inattendue de la météo. Il avait prévu d'effectuer un atterrissage positif en seuil de piste. Et en voyant le pic de puissance à 102%, il a décidé de corriger. Afin de poser l'appareil au sol, le copilote ignore l'automanette et réduit les gaz manuellement. Malheureusement, le moment est mal choisi pour cette manœuvre. Il a coupé les gaz au moment pile où la dernière micro-rafale les a frappés. Gaz! Le commandant tente d'empêcher un décrochage, mais il est trop tard.
Il aurait dû intervenir plus tôt. Il aurait dû s'apercevoir qu'un truc clochait. Il aurait dû intervenir et reprendre la main. Le brusque changement de météo, ainsi que la décision malheureuse du copilote de réduire les gaz, expliquent que l'avion se soit posé avec une force excédant la résistance du train. Mais il reste une dernière zone d'ombre. Si les vents soufflaient à 40 nœuds, à 800 mètres du seuil de piste, soufflait-il vraiment à 20 nœuds sur la piste elle-même, comme annoncé par la tour de contrôle? Les enquêteurs retournent interroger le contrôleur aérien qui a supervisé l'arrivée du vol 495. Vous avez rapporté que les vents soufflaient à 20 nœuds sur la piste 11. C'est exact. Mais ça paraît bizarre. Le laboratoire météo a confirmé qu'il y avait eu 3 micro-rafales dans la dernière minute de vol, avec des vents bien plus forts. Je peux voir les données de la piste 11, s'il vous plaît. D'après les données, les vents soufflaient en réalité à 35 nœuds. Voilà qui est plus plausible. Mais comment avez-vous pu sous-estimer à ce point la force du vent? Les relevés s'affichent toutes les 30 secondes sur cet appareil. Il devait être réglé sur la piste 29. Plutôt que sur la 11. Les enquêteurs découvrent que le contrôleur aérien de Faro avait sélectionné par mégarde la piste 29 au lieu de la piste 11. Les aéroports ont des surfaces immenses, et quand les anémomètres sont placés à des endroits distants, il n'est pas inhabituel d'avoir des relevés différents concernant la vitesse et la direction du vent. Martinair 495, autorisé atterrissage piste 11. Vent 150 degrés, 15 nœuds, maximum 20 nœuds. Atterrissage autorisé. Les informations transmises par la tour à l'équipage ne reflétaient pas les conditions réelles sur la piste. Une piste mouillée, des vents de travers, c'est une toute autre affaire. Si les pilotes l'avaient su, ils n'auraient pas atterri. Les enquêteurs ont réussi à retracer les événements à l'origine de l'accident. « 495, virage en rapprochement. Rappelez position quand piste en visuel. Surface de piste inondée. Reçu 495. Sortie train. Sortie train. Comme la piste de Faro est inondée, les pilotes optent pour un atterrissage positif. Atterrissage autorisé piste 11. Vent 150 degrés, 15 nœuds, maximum 20 nœuds. Mais ils ignorent que les conditions météo se sont dégradées. On n'y voit rien. Anti-givrage. Sous l'effet d'une série de micro-rafales, les moteurs montent en puissance automatiquement. Jugeant la vitesse excessive pour un atterrissage positif, le copilote réduit les gaz au moment pile où une dernière micro-rafale les frappe. L'avion perd alors de sa portance et il chute de 45 mètres de haut.
Le vol 495 s'abat sur la piste à une vitesse de 300 mètres par minute. Une vitesse insuffisante, combinée à un violent vent descendant, vous empêche de redresser à temps. Et c'est le désastre assuré. Ils auraient pu voler à une plus grande vitesse. Ils auraient pu rater leur approche. Mais en vérité, l'équipage a fait de son mieux. L'accident n'est pas dû à une négligence ou à une mauvaise manœuvre. À la suite du rapport sur le crash du vol Martinair 495, les enquêteurs font plusieurs recommandations. Cet accident allait constituer un énième exemple de manœuvre inopportune pour s'adapter au cisaillement du vent et ses conséquences. Il fallait mieux former les pilotes, intégrer des capteurs de vent plus sensibles à bord et privilégier plus systématiquement la procédure de remise de gaz en cas de perturbation. Peu après l'accident, l'aéroport de Faro a modernisé ses installations et ses capteurs de vent pour se conformer aux normes internationales. Il faut à tout prix que les informations transmises par la tour soient fiables. L'industrie a pris bonne note de tous ces aspects et les a améliorés par la suite. Une des choses que j'ai apprises dans ma formation de pilote, c'est de ne jamais baisser la garde. On peut effectuer un vol superbe et paisible, mais en un clin d'œil, tout peut basculer. C'est gravé dans mon cerveau. Toujours être prêt pour l'inattendu.